plaisir. Allez, échauffement. Parti. Ah, il y a de la résistance en plus, hein. Chez Moulin Vert, il y a de la résistance. Ce soir, faut qu'on vous dise. Cash a décidé de rendre hommage à un monument de notre patrimoine. Ta-ta-ta. Mon HLM, et la môme du 8e, le HLM. Hop, on arrête tout là. La taulière, laisse béton, hein. Vaut mieux l'original. Putain, style et blême, mon HLM, et la môme du 8e, le HLM. HLM. 3 lettres que vous connaissez tous. 3 lettres pour habitation à loyer modéré. Vous savez, ces logements pas chers, construits à la va-vite dès les années 50. Et à l'époque déjà, il y a ceux qui s'y sentent vachement bien. Vous vous trouvez ici, au milieu de l'appartement, la salle de séjour. Ici, vous vous trouvez dans la pièce que j'ai, moi, transformée en salon. Ça, c'est moi-même qui les ai posées. Ici, vous avez un placard, vous avez la salle de bain et les water. En plus, il y a un loyer qui est relativement bas. Ok, sauf que les HLM, il y en a que ça gonfle. On vit avec le voisin aussi bien au-dessus, en dessous qu'à côté. Tous ces gros cubes entassés les uns à côté des autres, ça me fait peur. Du coup, plus tard, on a décidé d'en finir avec certains gros cubes. Mais pas avec les HLM. Aujourd'hui, on continue de construire des logements sociaux. Plus design, plus colorés, à taille humaine. 10 millions de Français habitent en HLM. Et avec ses 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le logement social est devenu une histoire de gros sous. En France, près d'un logement HLM sur 2 est géré par une entreprise privée. Pour certains bailleurs sociaux, les locataires sont des clients et les HLM un business qui doit être rentable. Quand vous avez un immeuble, c'est une machine à cash. Nous avons enquêté sur ces organismes puissants, mais très discrets. Ça s'appelle. Pour les rencontrer, il a fallu courir vite, Je suis tellement contente. très vite. Mais monsieur Grandclerc, tu es pas comme ça. Nous avons découvert des HLM avec des loyers pas si modérés que ça. Quand on voit à Moulin Vert le mètre carré et le prix du loyer, on se dit non mais c'est scandaleux. Des HLM où il faut parfois glisser des enveloppes de cash pour rentrer. On vous a demandé combien en fait pour ce logement? On a payé 3 000. Et vous avez versé à qui? Regardez. Le monsieur m'a proposé, oui, si vous voulez un studio, faut que tu payes, tu donnes 3 000 euros. Depuis quand on donne une enveloppe pour avoir un logement social? Il est où le social? À Marseille, nous vous révélerons les étranges pratiques d'un organisme HLM. Pendant des années, il a eu la main lourde sur les charges. Pour les locataires, la facture se chiffre en millions d'euros. Le locataire, il était perçu, vous savez, comme un centre de profit. La question qui se pose et qui revient de manière récurrente, c'est de quelle manière peut-on tondre le locataire? Il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, c'est quand même les locataires qui font mûr les bailleurs. Hein. Comment on nous appelle des clients? Les clients, ils veulent des comptes. C'était illégal. C'est simple. Ça n'a été pas fait de manière intentionnelle. Nous avons mis la main sur des informations confidentielles. Villa avec piscine, hôtel, une entreprise HLM veut investir des millions d'euros dans des projets qui n'auraient pas grand-chose à voir avec le logement social. Se mettre à construire des hôtels avec un spa, une piscine, c'est un peu dérangeant pour un bailleur social. Donc cette opération est illégale? Ah oui, non mais c'est sûr que c'est illégal. Pendant ce temps-là, le bailleur social dépenserait le moins possible pour entretenir ses logements.
J'ai peur. Moi, c'est ça, là. Vous avez peur de quoi? Que ça tombe. Le jour où leur balcon risque de s'effondrer, croyez-moi que ça fera longtemps qu'on s'en sera occupé. Ah ben non, parce que vous êtes intervenu, mais justement après notre enquête. Préparez-vous. Ce soir, Cash va vous faire monter dans les tours. Ta-ta-ta. Je vais pas pouvoir communiquer longtemps avec vous parce que j'ai d'autres choses à penser que les locataires qui se sont niqués en ce moment, parce que je sais qu'ils seront tous niqués, donc voilà. Pour commencer cette enquête, un témoignage rare. Le genre de confidence qu'on ne fait pas à ses proches. Vous ne verrez ni son visage, ni son appartement. Pour protéger son identité, on lui a même acheté une perruque. Ça va, ça gêne pas? Non. Pas très jolie, mais efficace. Cette femme, nous l'appellerons Amel. Elle va nous raconter comment elle aurait décroché son logement social. C'est parti. Il est payé 2000 €. 2000 € en liquide? En liquide, oui. Je les ai payés en liquide. À payer à qui? Au gardien. C'est moi qui avais retiré ce jour-là l'argent. J'avais fait une demande de crédit auprès de ma banque. Voilà, on avait donné l'argent. Et le contrat, on l'a signé 3 jours après. On est parti chez le bailleur. On a rencontré notre responsable de site. Et dans son bureau, il nous a bien précisé, est-ce que ça s'est bien passé avec le gardien comme ça a été convenu? Là, je le regarde, je lui dis oui, ça s'est passé exactement comme ça a été convenu. Qu'est-ce que vous en pensez d'avoir dû faire ça? Parce que c'est illégal. Malheureusement, je sais, mais j'avais pas trop le choix. Dans les conditions où tu vis, tu peux pas continuer comme ça. Faut dire qu'à l'époque, elle était très mal logée. Voici où elle vivait avec son mari. Une ancienne ferme, découpée en appartements faits de briques et de broc. Dans ce bâtiment, elle louait 600 € par mois, un studio de 30 mètres carrés, insalubre. C'était très, très, très humide, surtout l'hiver. Et la nuit, tu entendais les rats courir. J'étais tout le temps malade à cause de l'humidité, à cause de la moisissure. J'étais vraiment pas bien. Il fallait que j'utilise de la ventoline, des corticoïdes. Pratiquement, j'allais chez le médecin presque tous les 15 jours. Au départ, elle a fait les choses dans les règles et déposé une demande de logement social. Faire une demande de logement social, c'est très simple. Il suffit de remplir un dossier de candidature sur Internet, d'indiquer sa situation, ses revenus, le type de logement souhaité, les villes recherchées. Ensuite, il ne reste plus qu'à attendre qu'un bailleur social vous propose un logement. Mais en France, des demandeurs de logement social comme Amel et son mari, ce n'est pas ce qui manque. Il y en a plus d'1 300 000. On a attendu, on n'avait jamais de réponse, parce qu'on n'était pas prioritaire, on n'avait pas d'enfants. Étant donné qu'on était logé dans du privé, on pouvait bien attendre. En France, en moyenne, c'est 3 ans d'attente. Si vous habitez en Île-de-France comme Amel, c'est 8 ans. C'est long, très long. Alors certains finiraient par tricher. Dans cette résidence HLM de Cergy en région parisienne, le cas d'Amel ne serait pas isolé. C'est la certitude de cette femme. À sa demande, nous l'appellerons par son prénom, Fatia. Depuis plusieurs mois, elle est partie en guerre contre ces pratiques qui auraient fleuri dans son immeuble. Il y en a eu énormément, hélas. Parce qu'au fur et à mesure où j'apprenais comme quoi il y avait des pots de vin, j'en apprenais qu'il y en avait 1, et 2, et 3, et puis le 4e, et puis le 5e. Et je me dis, il y a un problème. Qu'est-ce qui vous révolte dans cette affaire? L'exploitation de la misère. On leur a pris leurs économies. Il y en a qui ont dû prendre un crédit, il y en a qui ont dû vendre leurs biens. C'est pas normal. Depuis quand on donne une enveloppe pour avoir un logement social? Il est où le social? Il n'y a plus de social. Il y a business, camarade après. L'organisme HLM de Fatia, c'est l'immobilière du Moulin Vert. Un bailleur social privé, basé à Paris, qui réalise 56 millions € de chiffre d'affaires,
avec un parc de 8000 logements répartis dans 64 villes d'Île-de-France. Et il n'y a pas que dans la résidence de Fatia que les locataires auraient versé un pot de vin. Un étrange courrier va nous mettre sur la piste. Nous avons reçu des listes avec des adresses et des noms de locataires qui habitent à Aubervilliers. À côté de certains noms, le mot « enveloppe ». Au total, une trentaine de familles auraient versé de l'argent pour avoir leur logement. Là, on s'est dit « Ouais, au Moulin Vert, il y a un gonze pour qui ces enveloppes doivent rapporter un bon paquet d'oseille. » Allez, on part pour Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. C'est dans cette ville que nous mènent les listes de locataires que nous avons reçus. Ici, près de la moitié des 80 000 habitants vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc la seule manière de le savoir, c'est d'y aller. Avec Fatia, la locataire de Cergy, nous nous rendons dans les immeubles où des enveloppes auraient circulé. Oui, c'est là, je crois. Ouais. Ils sont plutôt jolis, les bâtiments. Ouais, très joli. Oui, très joli et surtout très récent. Des immeubles qui n'ont rien à voir avec les grandes barres HLM. Allez. Équipés d'une caméra cachée, nous allons tenter de nous renseigner sur les pratiques qu'on nous a signalées. Bonjour madame. Enchantée. Moi, j'habite Cergy. Et je me bats pour les locataires là-bas. Et je veux allier Aubervilliers avec Cergy. Il ne faut pas attendre longtemps avant qu'une locataire se confie. Non, ça c'était par l'intermédiaire de quelqu'un. J'avais donné au monsieur la compte de 2000 et après j'ai remis 1000 après. 1000 après, d'accord. Au total, 3 000 euros. Vous avez versé 3 000 euros. Ouais. Dans les étages aussi, Bonsoir madame. Bonsoir. les langues se délient. Le GIF, c'est 4000. Il vous demande de payer 4 000 euros en liquide pour avoir un logement social. Oui, peu importe. C'est du peu importe. Je dis, moi, au Berlin, il a dit, c'est bon, ok. Des témoignages similaires, nous en recueillons dans plusieurs immeubles du Moulin Vert. À chaque fois, ce serait le même scénario. On vous a demandé combien en fait pour ce logement? On a payé 3000. 3 000 euros. Vous avez versé à qui? Les gardiens. Je vais expliquer. Si j'étais toute seule, je ne voulais pas vous demander de 3000 euros. C'est toute une chaîne. Une chaîne qui remonterait jusqu'au siège du Moulin Vert à Paris. La locataire l'a compris lorsqu'elle est allée signer son contrat de bail. Quand je suis sortie de l'agence, il m'a déjà appelé. Non, madame, elle m'a dit, vous allez signer votre contrat, on se voit à l'appel de Paris. Vous me donnez le reste de l'argent. La dame dont elle parle, nous l'appellerons Madame C. C'est elle qui s'occupe des logements d'Aubervilliers. Elle est chargée de clientèle au Moulin Vert. Une fonction clé chez les bailleurs sociaux. Le chargé de clientèle sélectionne les demandeurs de logement social, prépare les dossiers avec les justificatifs de revenus, bulletin de paye et avis d'imposition. Mais Madame C aurait eu une drôle de façon de faire son job. Après des semaines d'enquête à Aubervilliers, nous allons enfin rencontrer un locataire qui accepte de nous parler de ce système à visage découvert. Madame, bonjour, soyez le Monsieur Roland. bienvenu. Merci beaucoup. Yamine, enchanté. Merci de nous Je accueillir vous en chez vous. prie. Nous l'appellerons uniquement par son prénom. Eliamine a emménagé dans ce 2 pièces en 2015. Voilà, c'est ici où j'habite. C'est un... Combien de mètres carrés ici en fait? Ça, c'est 46 mètres carrés. Avant, il dormait dans sa voiture. À l'époque, ce coiffeur enchaînait les petits boulots, pas toujours déclarés.
Impossible pour lui d'accéder à une location. Selon Eliamine, un jour, un client lui fait une proposition, un appartement HLM contre une enveloppe de 3 000 €. À ce tarif, l'homme lui prépare un dossier de candidature. Le monsieur m'a proposé, oui, si vous voulez un studio, il n'y a pas de souci. Il dit, mais il faut des fiches de paye. Mais moi, les fiches de paye que j'ai, c'est 300 € par mois. 300 €, il ne va pas me donner un HLM. Eh bien, le monsieur, il m'a dit, vous inquiétez pas. Moi, je vais faire tout, le dossier et tout. Il m'a dit, il faut que tu payes, tu donnes 3 000 €. Eliamine en a marre de vivre dans la rue. Il accepte qu'un intermédiaire lui monte un faux dossier. Alors, votre dossier, il était constitué avec quoi? Il était constitué avec des faux fiches de paye, des fausses fiches d'impôt, des fausses déclarations. Ça ressemble à quoi, alors? Donc là, ils vous font passer pour un chef de travaux. Voilà. Chef de travaux, je commence par où, je ne sais pas. Et donc là, vous gagnez 2 700 € par mois. Je ne l'ai jamais touché, madame. Même dans mes rêves. Jamais. À l'entendre, après avoir monté son dossier, l'intermédiaire le met en contact avec la chargée de clientèle d'Aubervilliers, Madame C. Elle lui donne rendez-vous au siège du Moulin Vert pour récupérer le faux dossier. Il est descendu, tout gentil, voilà. Elle m'a accueilli, elle m'a bien accueilli. Quand vous remettez en fait ces faux bulletins de paie à la chargée de clientèle du Moulin Vert, est-ce qu'elle vous pose des questions? Non, elle ne m'a pas posé d'où il vient, ni fiche de paye, d'où je viens, walou. Est-ce que selon vous, elle savait que les dossiers que vous lui remettiez à l'époque étaient faux? Selon moi, oui. Parce que quand on pose un dossier, il y a quelques questions qui se posent. Mais là, non. Aucune question. Elle a accepté le dossier et voilà. Pour signer son bail, Eliamine aurait eu besoin d'un faux dossier. Mais parfois, ce ne serait même pas utile. C'est ce que nous raconte cette ancienne locataire d'Aubervilliers. J'ai pas donné d'avis d'imposition et j'ai pas donné de fiche de paye. Ni feuille d'imposition, ni fiche de paye. Et comment ça se fait? C'est un mystère. Mais vous n'en aviez pas? Bah, j'avais une avis d'imposition, mais c'était une avis d'imposition à 0. Et pour les fiches de paye, comment ça s'est passé? Elle s'en chargerait. Ce sont les mots qui sortent de sa bouche. C'est ce qu'elle vous dit? Ouais. Je m'en charge. Voilà, je m'en charge. Pour ça, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Cette fois, pas d'intermédiaire. Madame C, la chargée de clientèle, aurait touché l'argent directement. Là, elle nous dit, voilà, donc, vous venez de la part d'un tel, vous savez un petit peu comment je procède. Voilà, pour accéder à ce logement-là, donc il faudra donner une enveloppe de 3 000 €. Elle vous demande de verser 3 000 € en liquide? En liquide, oui. À elle? Directement. À elle, directement, ouais. Et ça s'est fait dans son bureau? Ça s'est fait dans son bureau. En fait, je pense pas que ce soit réellement son bureau. C'était des petits box. Et il y avait un bureau, il y avait 2 bureaux, mais les 2 étaient relativement cachés. Donc, c'était à l'abri des regards et il y avait personne d'autre dans le bureau. Au Moulin Vert, un réseau de rabatteurs, de gardiens, de chargés de clientèle aurait touché des enveloppes en liquide pour fournir des logements sociaux. Au total, selon nos calculs, 100 000 € auraient été versés par une trentaine de familles. Comment ce système de pots de vin, que nous décrivent de nombreux témoins, aurait-il pu se mettre en place dans un organisme HLM? En principe, les attributions des logements sociaux sont réglementées et la loi est très claire. Lorsqu'un bailleur a un logement disponible, le chargé de clientèle doit trouver 3 candidats par appartement, c'est la loi. Ces dossiers de candidature, il les présente devant la commission d'attribution des logements. Elle est composée de 6 membres minimum. Ce sont eux qui choisissent l'un des 3 candidats. Une fois le logement attribué, le chargé de clientèle n'a plus qu'à faire signer le contrat de location. Dans ces conditions, ça semble difficile de faire passer des dossiers bidons. Alors, comment la chargée de clientèle du Moulin Vert aurait-elle fait pour contourner la loi? Ces questions, Fatia, la locataire de Cergy, se les pose. Avec ses voisines, elle a donc organisé une réunion chez elle,
sur cette affaire d'enveloppe. Avec 2 responsables du Moulin Vert. Du coup, on s'est invité discrètement. Et apparemment, la direction ne recule devant aucun sacrifice, n'est-ce pas? Vous avez pris les transports ou les transports? C'est un voyage. Un Paris-Cergy en train pour une opération déminage. Écoutez bien, la direction reconnaît l'existence de faits de corruption. Ça m'a explosé au visage, cette histoire. Ouais, j'imagine. Mais jamais je me suis douté de quoi que ce soit. Jamais, jamais. Donc là, vous pouvez me dire, c'est pas bien, mais ouais. Mais... Ce sont 2 personnes qui ont recruté il y a des réseaux qui existent de délinquance. Ils ont fait appel à ce réseau. Ils ont touché de l'argent. Les dossiers falsifiés sont passés en commission d'attribution au logement, soutenus par le chargé de clientèle qui explique donc les administrateurs ont dit oui. Ils ont mis les personnes dans les logements. On ne peut pas vérifier le travail de chacun. C'est pas possible. Ne pas vérifier le travail de chacun. C'est bien le problème. C'est ce que va nous révéler un ancien chargé de clientèle du Moulin Vert. Il préfère témoigner sous couvert d'anonymat. Entre le moment où vous, chargé de clientèle, ou votre collègue, montez les dossiers, et le moment où vous allez en commission d'attribution, est-ce que l'un de vos supérieurs contrôle votre travail? Non. Personne? Non. La directrice clientèle, elle ne regarde pas vos dossiers? Non. Avant d'être présentée aux commissions d'attribution? Non. Jamais? Jamais. C'est une particularité de ce bailleur. Vous avez beaucoup de pouvoir, en fait. Oui. Trop ou pas? Avec le recul, oui. Lorsqu'il présentait ses dossiers, selon lui, il n'avait pas grand monde à convaincre. Il y avait combien de personnes lors de cette commission d'attribution réunies autour de la table? J'ai connu, quand je suis arrivé, 5 personnes, puis 4 personnes, puis 3 personnes. Et normalement, c'est 6 personnes. Ça vous a pas étonné, vous? Moi, je me suis pas forcément posé de questions par rapport à ça. Apparemment, tout ça n'était pas très réglo. Nous contactons une représentante des locataires qui a siégé plusieurs années en commission d'attribution du Moulin Vert. Elle ne sait pas qu'elle est enregistrée. Je m'intéresse au fonctionnement des commissions d'attribution. Ça se passait dans les règles? Bah non, pas du tout. Ah bah, moi, je vais être franche avec vous, pas du tout. Mais pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Je crois que la dernière réunion à laquelle moi j'ai participé, j'avais trouvé ça honteux. Parce que y a des dossiers qui passent dessus, qui n'ont pas lieu de passer dessus. Et vous, justement, quand vous êtes à la commission d'attribution du Moulin Vert, il présente combien de candidats par logement? Normalement, l'obligation, c'était 3 candidats. Et il y avait toujours 3 candidats par logement? Non. Des fois 2, des fois 1. Quand on n'en présente qu'un seul, le dossier, il est tout de suite accepté. Et vous disiez quoi? Bah, je gueulais. mais j'étais pas toute seule à gueuler. Après, c'est dégueulasse. On sait qu'il y a plein de dossiers de demande de logement, donc... Alors on se résume. Voilà comment des logements du Moulin Vert auraient été attribués. Un chargé de clientèle préparerait un seul dossier de candidature par logement que personne ne vérifierait. En commission d'attribution, il présenterait souvent un seul candidat par appartement. Face à lui, le chargé de clientèle n'aurait pas 6 personnes à convaincre, mais 3. Ces entorses à la loi, un organisme les a pointées du doigt. L'Ancols, le gendarme des HLM, traque les irrégularités dans les attributions de logements sociaux. En 2 ans, il a épinglé la moitié des bailleurs sociaux contrôlés dans toute la France. Au Moulin Vert, l'Ancols a découvert de multiples infractions et un contrôle interne insuffisant. Nous proposons à la représentante des locataires de parler de ces dysfonctionnements face caméra. Malheureusement, elle décline notre demande d'interview. Là, j'ai eu le directeur général qui m'a appelé, qui m'a dit non, faut surtout pas parler aux journalistes sur nos conditions d'attribution de logement. Je lui ai fait bah oui, mais enfin, pourquoi cacher la vérité? Surtout à Aubervilliers, il s'est passé des choses. Après, il m'a quand même dit qu'il pouvait me poursuivre si je faisais un reportage qui était en défaveur du Moulin Vert. Bon,
par contre, là, je vais pas pouvoir communiquer longtemps avec vous parce que j'ai d'autres choses à penser que le Moulin Vert et que les locataires qui se font niquer en ce moment, parce que je sais qu'ils se font tous niquer, donc voilà. Silence dans les rangs. C'est le mot d'ordre au Moulin Vert depuis que cette affaire a explosé. On nous a demandé de ne pas parler de ce qui se passait et il ne fallait pas que l'affaire s'ébruite. Et c'était une consigne orale, écrite? Orale. Uniquement orale. Orale. Du côté des locataires, il y aurait eu les mêmes consignes. Est-ce que le Moulin Vert aujourd'hui sait que vous avez fait un faux dossier? Oui, normalement, il sait. Il sait parce que moi, j'ai parlé avec une dame là-bas. Je lui ai dit que mon dossier, moi, je l'ai acheté. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Eh bien, elle m'a dit... Elle vous a dit chut? Oui. Non mais tais-toi, je t'ai dit. C'est un peu ça au Moulin Vert, hein. On n'aurait rien entendu, rien vu. Et donc pendant des mois, on n'aurait rien dit à personne. Non, rien. Nous avons retrouvé Madame C, la chargée de clientèle, qui aurait touché des enveloppes des locataires. Au téléphone, elle nie les faits. Destinataire de ces enveloppes? Alors, pas du tout. Je n'ai jamais eu d'enveloppe. Quelques semaines après l'explosion de l'affaire, Madame C est licenciée pour faute. Mais le Moulin Vert attendra 8 mois pour porter plainte contre elle. Comment un tel système de corruption présumé a-t-il pu se mettre en place dans un organisme HLM? Cette question, on aurait aimé la poser à Fabrice Grandclerc, le directeur général du Moulin Vert. Mais il a refusé de nous rencontrer. C'est ainsi qu'un matin, nous partons avec notre liste de questions à la rencontre du directeur général du Moulin Vert. Et alors, attends, ils ont gardé la place où? Devant la grise. Fabrice Grandclerc doit inaugurer d'une minute à l'autre ses logements HLM plutôt coquets. Nous, on se gare là. Et on attend sagement. Mais rien ne va se passer comme prévu. Allez, on y va. Monsieur Grandclerc? Vous l'avez vu? On vous le remet au ralenti. Monsieur Grandclerc? Monsieur Grandclerc, c'est la silhouette qui s'enfuit en courant, là-bas. Monsieur Grandclerc? La suite? On aurait bien aimé vous la montrer, mais notre caméra nous a lâchés, en fait. De cette course-poursuite, on n'a que le son. Pourquoi vous partez comme ça? Et cette photo, celle d'un directeur général qui prend ses jambes à son cou. Enfin, monsieur Grandclerc, c'est ridicule. C'est ridicule. On a eu beau dégainer notre téléphone portable, arrivé au bout de la rue, que de monsieur Grandclerc. On s'est fait avoir comme des bleus. Volatilisé, le patron du Moulin Vert. Putain, le mec, il fuit, mais j'ai jamais vu ça. Très sportif, madame. Merci. Allez, courage, Élise. Pas le temps de reprendre notre souffle. Là, ça m'a fait le sport pour la semaine. Hein. Si on veut des réponses à nos questions, va falloir s'inviter à l'inauguration. Bonjour, monsieur. Vous travaillez au Moulin Vert? Vous êtes à la direction? Coup de chance, on arrive en même temps que le directeur financier du Moulin Vert. Parce que on voulait interviewer monsieur Grandclerc, mais il est parti en courant. Vous savez pas? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je viens d'arriver. Vous êtes à la direction, vous, du Moulin Vert? Oui. Et donc, je voulais vous poser une question, parce qu'en fait, on a découvert que plusieurs de vos salariés avaient demandé des enveloppes d'argent liquide à des locataires pour qu'ils obtiennent des logements sociaux de la part du Moulin Vert. Je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas au courant de tout. Oh, vous êtes au courant quand même de cette affaire. Écoutez. Ça a fait du bruit. Est-ce que vous trouvez normal que certains de vos salariés aient demandé des enveloppes de 3 000, 4 000 euros à des locataires pour qu'ils obtiennent des logements sociaux au Moulin Vert? Vous avez la réponse. C'est pas normal. Mais C'est pas normal. Je ne peux pas vous répondre dans le détail. Si Fabrice Grandclerc vous a pas répondu, je ne peux pas vous répondre. C'est pas la peine de filmer. Voilà. Vous êtes à la communication de votre interview? Est-ce que vous pouvez... La responsable de la communication nous indique le chemin de la sortie. Il est parti en courant alors que vous nous dites que vous allez nous accorder des réponses. Est-ce que vous pourriez
pourriez avoir l'amabilité de sortir, s'il vous plaît? Pardonnez-moi, on parle de choses extrêmement graves. Ce sont des faits de corruption. D'accord, et c'est notre droit le plus strict que de refuser une interview. L'impression qu'on a depuis le début, c'est que vous essayez de tout faire pour étouffer cette affaire. Il y a aucun que vous ne étouffement. voulez absolument pas qu'on en parle. Et Monsieur Grandclerc, quand il nous voit, il fuit en courant. Donc Monsieur Grandclerc, il fuit D'habitude, quand on nous met dehors, c'est pour ne jamais nous revoir. Pourtant, 2 mois plus tard, la direction du Moulin Vert va changer d'avis. Elle nous donne rendez-vous à Aubervilliers. Bon, pas dans un immeuble HLM, mais dans l'une de leurs résidences pour étudiants. Allez-y, avec plaisir. Ou plus exactement, dans la salle de sport. Décidément. Allez, échauffement. Parti. Ah, il y a de la résistance en plus, hein. Chez Moulin Vert, il y a de la résistance. Faut se rendre à l'évidence, on est moins entraîné que Monsieur Grandclerc. Je vais ralentir, avant je peux plus, hein. Ce n'est pas lui qui va répondre à nos questions, mais sa directrice clientèle, Marina Marquis. Vous allez bien? Bien, oui, très bien. On s'attendait pas à être dans une salle de sport, mais... Elle est belle, la salle. Ah, je dis pas le contraire, c'est une interview dans une salle de sport, c'est une première, mais c'est très bien, ça va être sportif. Comme ça. Oui, écoutez. Voilà. Première. Très franchement, ça a été dur de vous convaincre de nous rencontrer, d'avoir une interview, mais on est absolument ravis. Pourquoi est-ce que c'est pas le directeur général du Moulin Vert qui nous reçoit, Monsieur Grandclerc? Eh bien, écoutez, je suis la spécialiste du secteur des attributions, donc la mieux à même pour répondre à vos questions. Mais enfin, c'est un peu fou parce que Monsieur Grandclerc, quand on a essayé de l'interviewer, il s'est échappé, on peut dire ça réellement, c'est ce qui s'est passé. Il est parti en courant dans la rue. Ça donne vraiment une drôle d'image de voir un directeur du Moulin Vert qui s'enfuit en courant dans la rue pour ne pas répondre à nos questions. Madame Lucet, votre réputation vous précède. Et lorsque vous arrivez sur un site, on est avec nos salariés en train de boire un café, on visite une résidence, n'importe quel poste qu'on occupe, on peut être déstabilisé. Il est toujours déstabilisé, donc. Ben non, en fait, je suis la mieux à même de vous répondre, donc je suis là. Enfin, lui, il n'est pas là. Toute volonté de transparence. On voulait vous poser des questions sur les attributions des logements du Moulin Vert, parce qu'on a découvert des faits graves. On a découvert que plusieurs salariés du Moulin Vert ont demandé des enveloppes d'argent liquide à des locataires pour qu'ils obtiennent un logement social. Est-ce que vous êtes au courant de ces pratiques qui ont eu cours au Moulin Vert? Je connais ce dossier, madame, puisque j'étais en charge du secteur des attributions. Oui. Et il y a eu des faits isolés de corruption dans ma société. De corruption? Oui. Ils ont touché des enveloppes. Enfin, quand vous dites isolé, pardonnez-moi, hein, nous, selon notre enquête, plusieurs dizaines de locataires ont dû verser des enveloppes en liquide de 3 000 ou de 4 000 euros pour obtenir un logement. Comment vous expliquez une telle dérive au sein de votre entreprise? Vous me parlez de dizaines de locataires. Oui. 6 familles se sont déclarées. Pardonnez-nous, on en a rencontré beaucoup plus. J'en ai rencontré 6. Oui, et je les ai déclarées. Ces familles, se sont pas déclarées, elles se sont déclarées à 6 chez nous. Je peux vous dire que ça. Peut-être n'ont-elles pas osé. En tout cas, je vais moi, présenter des témoignages de certains locataires du Moulin Vert. On va les écouter ensemble. 3 000 euros. Et vous avez versé à qui? Regardez. C'est toute une chaîne. Le monsieur m'a proposé, oui, si vous voulez un studio, il faut que tu payes, tu donnes 3 000 euros. Et la gestionnaire en fait du secteur, elle nous dit voilà, pour accéder à ce logement-là, donc il faudra donner une enveloppe de 3 000 euros. Elle vous demande de verser 3 000 euros en liquide? En liquide, oui. Et ça s'est fait dans son bureau? Ça s'est fait dans son bureau. Voilà, vous les entendez, ces témoignages, on en a beaucoup d'autres. J'ai eu des témoignages de la même sorte lorsque je me suis déplacée à Aubervilliers avec le directeur général. Vous diriez quoi? C'est choquant? On a été heurtés dans notre déontologie, dans notre cœur, mais pas que moi, toute mon équipe, toute la société. Dans une commission d'attribution en général, combien de candidats sont présentés pour chaque logement? La loi indique 3 candidats par logement. D'accord. Donc ça, c'est la loi, on est bien d'accord. Selon nos informations, au Moulin Vert, c'était plutôt un candidat par logement et pas 3, comme le prévoit la loi, et ce encore
très récemment. C'est ce que nous affirme également une représentante des locataires. Si vous voulez bien, on va l'écouter parce que c'est important que vous puissiez vous réagir à ce témoignage. La dernière réunion à laquelle moi j'ai participé, j'avais trouvé ça honteux. Parce qu'il y a des dossiers qui passent dessus, qui n'ont pas lieu de passer dessus. Et vous, justement, quand vous êtes à la commission d'attribution du Moulin Vert, il présente combien de candidats par logement? Normalement, l'obligation, c'était 3 candidats. Et il y avait toujours 3 candidats par logement? Non. Des fois 2, des fois 1. Quand on n'en présente qu'un seul, le dossier, il est tout de suite accepté. Et vous disiez quoi? Je gueulais. mais j'étais pas toute seule à gueuler. Après, c'est dégueulasse. Alors, une réaction? Je ne reconnais pas du tout ma commission. Je ne reconnais pas du tout mes administrateurs. Je peux vous dire qu'effectivement... C'est un témoignage de quelqu'un qui se retrouve dans la commission, qui entend ça. Une réaction à ce qui est dit clairement dans cette interview. 2 réactions. La première, je ne le reconnais pas. La deuxième, il y a 3 candidats par logement. La preuve que non. Sauf, et la loi le prévoit, lorsqu'il n'y a pas assez de candidatures. Enfin, manifestement, ce que ce représentant des locataires raconte, c'est pas ça. Il dit qu'il y a des irrégularités, il dit qu'effectivement, il s'est opposé verbalement à ça, à ce genre de situation. Donc c'est ça qui est raconté dans ce témoignage. Il n'y a eu aucune opposition verbale dans mes commissions. Et je vous dis qu'effectivement... Il avait l'air sincère. Hein. Et je suis aussi... je vous dis que dans les commissions, effectivement, il y a 3 candidats, mais pas tout le temps. Pas lorsqu'il n'y a pas d'assez de demandes. On a d'autres témoignages qui nous prouvent qu'il y a même eu des dossiers falsifiés qui sont passés dans vos commissions d'attribution. Comment vous réagissez par rapport à ça? Si ce sont des dossiers falsifiés, rien ne ressemble plus à un dossier. Tous les dossiers ont l'air conformes. Et s'ils sont falsifiés, on est les premières victimes, Madame Lucie. Enfin, c'est à vous de les vérifier. Nous vérifions, Madame, la conformité des pièces données. Mais s'il y a des dossiers falsifiés, ça nous a échappé. C'est très difficile à voir. Mais pardonnez-moi, hein, mais tout ça nous laisse à penser en fait qu'il n'y a eu aucun contrôle. Parce qu'il y a des anciens chargés de clientèle du Moulin Vert qui nous l'ont confirmé en nous disant il n'y a pas eu de contrôle. Madame Marquis, vous êtes la directrice de clientèle. Ça sert à quoi d'être directrice de clientèle si à un moment, on ne contrôle pas ces chargés de clientèle? Je ne comprends pas. Je ne nie pas qu'il y avait une amélioration du processus à apporter. Il a été apporté. Nous avons mis en place des procédures beaucoup plus rigoureuses. C'est-à-dire? C'est-à-dire que depuis 2016, toutes les candidatures recherchées par le chargé de clientèle passent exclusivement par moi. Et depuis 2018, j'ai engagé un adjoint, un responsable clientèle, qui, lui, va contrôler les candidatures. D'accord. Donc si vous avez renforcé les contrôles, c'est bien que vous reconnaissiez qu'il y a eu des gros problèmes de contrôle au Moulin Vert. Il fallait que notre processus s'améliore. Nous avons été alertés en 2016 et tout de suite, on a agi. On a mis en place des contrôles, des audits. Qu'est-ce qu'il dit, cet audit ? Alors, cet audit dont j'ai eu les résultats récemment dit qu'il n'y a aucune irrégularité. Là, maintenant, tout de suite? Oui. Mais qu'est-ce qu'il dit sur les process d'avant? Les process d'avant, en fait, devaient être améliorés, puisque je l'ai fait. Mais est-ce que vous ne diriez pas que vous avez attendu beaucoup trop longtemps avant de mettre en place ces process de contrôle? Dès que nous avons été alertés, nous avons agi. Enfin, vous auriez pu agir avant, encore une fois. On a renforcé nos contrôles. Je ne nie pas qu'il fallait les améliorer, et on les a améliorés. Tardivement. C'est votre idée. Il y a du bruit. Attends, il y a quelqu'un qui essaie de rentrer. Oh, je pense que c'est bon. On referme. C'est ma collaboratrice, il faut qu'on aille un rendez-vous. On a encore quelques questions. Ok, on y va? Effectivement, on a encore quelques questions, parce que l'histoire du Moulin Vert, c'est pas fini. À Aubervilliers, les locataires qui auraient versé une enveloppe en liquide se seraient retrouvés pris au piège. Nous retournons voir Eliamine, souvenez-vous. C'est lui qui, en 2015, aurait payé 3 000 € en liquide pour son logement. Du coup, quand vous êtes arrivé ici, vous vous êtes dit quoi? J'ai aimé. J'ai dit, oh, on a une belle appart avec une belle vue, le soleil qui se lève, j'espère un bonheur. Quelques mois après, ça commence le cauchemar. Pourquoi c'est un cauchemar? Le loyer est très cher, j'arrive plus, même si je travaille, j'arrive plus à un moment donné.
Alors pour cet appartement, faites-vous payer combien? Je paye 839,35 €. 839 € de loyer par mois pour son 2 pièces. Ce montant, Eliamine dit l'avoir découvert lorsqu'il a signé son bail. Moi, j'ai signé. Moi, l'essentiel que j'ai mon appart à moi tranquillement pour me réveiller tranquillement, recevoir mon fils tranquillement. Parce qu'à un moment donné, j'ai désespéré, matin. Et vous n'étiez pas inquiet sur le montant du loyer que vous alliez devoir assumer? Si. Ah oui, ça m'a stressé encore pire après. C'est là où je me suis réveillé. Au début, je payais. Après, j'ai dit, mais c'est pas normal. Avec ce qu'il gagne, Eliamine est incapable de payer son loyer. Aujourd'hui, il doit plus de 10 000 € au Moulin Vert. Et aujourd'hui, vous êtes sous une menace d'expulsion? Oui. Et je ne voudrais pas me trouver dans la rue, madame. Parce que j'ai vu que dans la rue, c'est pas une solution. Pour un être humain, c'est un désastre. Des locataires qui auraient versé des pots de vin pour des logements qu'ils n'arrivent plus à payer. Faut dire qu'à Aubervilliers, les loyers de ce bailleur social ne sont pas donnés. Un studio, c'est 505 €. Le 2 pièces, 839 €. Le 3 pièces, 1107 €, charges comprises. Des prix qui sont pratiquement ceux du marché traditionnel. Et là, faut qu'on vous... C'est vrai que vus comme ça, ils sont beaux, ces logements sociaux. Très récent. Nickel. Tellement nickel que dès 2009, le Moulin Vert se lance à fond dans ses HLM haut de gamme. À Aubervilliers, il va construire 80% de ses immeubles en PLS. Et tant pis si dans la ville, à peine 1% des demandeurs de logement social peut y accéder. En fait, le Moulin Vert veut attirer les classes moyennes d'autres communes. C'est vrai que vus comme ça, ils sont beaux, ces logements sociaux. Mais quand on s'éloigne un peu, c'est beaucoup moins glamour tout de suite. Entre les cases de voitures ou la vue imprenable sur les camions poubelles de la ville. Ces immeubles ont été construits sur d'anciennes friches industrielles, loin des commerces et des transports. Du coup, le Moulin Vert peine à attirer les candidats. Pour remplir ces logements, il fait appel à une agence immobilière qui met des annonces sur Internet. Il n'y a pas qu'à cette adresse que le Moulin Vert fait de la pub en ligne. Dans cet immeuble du centre-ville, les volets sont clos, l'interphone pas très bavard. Appel non validé. Appel non validé. Un peu plus loin, une autre résidence presque vide. Sur les 27 boîtes aux lettres, les 2 tiers n'ont pas de nom. Il faut dire que le Moulin Vert est l'un des bailleurs sociaux les plus gourmands de la ville. Voici une liste de HLM PLS à louer. Pour les 2 pièces, le plus cher, c'est le Moulin Vert. Avec cet appartement à 15,66 € du mètre carré. Des loyers qui ne sont pas à la portée des 6 400 demandeurs de logement social que compte Aubervilliers. Un bailleur social qui construit des HLM haut de gamme dans une ville où les habitants n'ont pas les moyens de se les payer, on se demande forcément que fait la mairie d'Aubervilliers. Là, c'est là où siégez... Soisig Nedelec est maire adjointe au logement. Élue en 2016, elle découvre les prix pratiqués par le Moulin Vert sur sa commune. Quand on voit à Moulin Vert le mètre carré et le prix du loyer, on se dit non mais c'est scandaleux. Et alors vous leur avez dit au Moulin Vert justement qu'ils étaient trop chers? Oui, plusieurs fois. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils nous disent que effectivement on peut regarder. On a souvent évoqué ce sujet-là, mais on a l'impression de parler à un mur. Et vous n'avez pas le pouvoir de contraindre l'immobilière du Moulin Vert à baisser ses loyers? Non. Contraindre, non. Discuter, oui.
C'est un peu un aveu d'impuissance quand même. Ah oui, complètement. Sur cette situation-là, oui. Mais c'est pour ça qu'on est très regardant maintenant sur les demandes qu'ils ont en termes de permis de construire et de volonté de faire des opérations. On n'est pas trop favorable à ce qu'ils s'étendent sur le territoire, quoi, pour être plus clair. Le Moulin Vert est sur la liste noire. Allez, il est temps de retrouver la directrice clientèle. Marina Marquis, on voudrait maintenant parler avec vous d'un autre problème qui nous a étonnés pour le moins au cours de notre enquête. Ça concerne les catégories de HLM qu'on appelle les PLS. Pourquoi vous avez fait ce choix de construire des logements sociaux haut de gamme ici à Aubervilliers? Ça fait partie des mesures anti-ghetto de l'État. Anti-ghetto de l'État. Oui, je vais vous dire, notre mission des HLM est de faire de la mixité sociale. Et l'État, à ce titre, nous demande de créer du logement pour des personnes un peu plus aisées que les personnes qui sont sur place. Pourquoi est-ce que le Moulin Vert a choisi de construire une grande majorité des logements ici à Aubervilliers, c'est-à-dire 80% des logements en PLS, alors que réellement, les locataires, eux, ne sont qu'1% à pouvoir s'offrir, entre guillemets, un logement PLS? Pour répondre à notre mission de mixité sociale. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment réussi? Assez. Pour moi, c'est réussi. On a attiré des gens avec des ressources plus élevées, absolument. Vous êtes sûr que c'est réussi? Parce que, selon nos informations, vous avez du mal à trouver des candidats. Et on se dit que si vous avez voulu faire de la mixité sociale, c'est plutôt raté. Permettez-moi de vous dire, Madame Lucet, que nous avons réussi. Parce que les logements vides, il y en a 9. Et c'est de la rotation, en fait, des gens qui donnent congé. Alors c'est bizarre parce que nous, c'est pas ce qu'on a constaté en fait. Nous, on est allé voir des immeubles. Dans certains immeubles, il y avait les 3/4 de logements vides. Il y a des logements qui sont en cours de relocation. Il y a des logements qui sont en cours de commercialisation. Et nous n'avons aucun problème de commercialisation, je peux vous le dire. On a rencontré l'adjointe au logement d'Aubervilliers. Je vais vous faire écouter son témoignage parce qu'elle trouve que vous êtes beaucoup trop cher. Quand on voit à Moulin Vert le mètre carré et le prix du loyer, on se dit non mais c'est scandaleux. C'est pour ça qu'on est très regardant maintenant sur les demandes qu'ils ont en termes de permis de construire et de volonté de faire des opérations. On n'est pas trop favorable à ce qu'ils s'étendent sur le territoire, quoi, pour être plus clair. Ça, c'est l'adjointe au logement de la ville d'Aubervilliers, donc tout n'a pas l'air d'aller aussi bien que vous le dites, parce qu'à force de construire des logements sociaux trop chers à Aubervilliers, clairement, maintenant, vous êtes sur liste noire. Alors, je réponds à ça, que nous faisons du PLS, qui est du locatif intermédiaire, pour faire de la mixité sociale que l'État nous impose, madame. Pardonnez-moi, un T2 de 44 mètres carrés avec un loyer de 689 €. Ça fait 15,66 € le mètre carré. Regardez, tous les autres bailleurs sont moins chers que vous. Mais manifestement, il y a un problème d'adéquation entre vos prix et les locataires d'Aubervilliers. C'est ce qu'elle dit. Je vais vous dire, madame Lucet, on fait de la mixité sociale. On essaye d'attirer des personnes qui ont des ressources un peu plus Ça, aisées. j'ai compris. Mais donc, vous avez manifestement du mal parce que certains de vos appartements restent vides. Et qu'est-ce que vous répondez au fait que vous soyez trop cher pour Aubervilliers? Parce que quand on fait de la mixité sociale, encore faut-il attirer des locataires dans les logements. Madame Lucet, ça va être le mot de la fin. Je fais de la mixité sociale parce que c'est mon cœur de métier, c'est la mission d'intérêt général des organismes. Madame Lucet, je vous remercie. Je crois que j'ai vraiment... Pardonnez-moi pour conclure. Vraiment. C'est vrai que vous faites appel à une agence immobilière pour louer vos logements, là? Parce qu'on se dit que pour un bailleur social, faire appel à une agence immobilière pour louer ses logements, c'est qu'il y a quand même un problème pour trouver les candidats. Pas du tout. Nous avons une recrudescence d'immeubles et nous cherchons des aides. Il y a 6400 personnes qui attendent un logement social à Aubervilliers. Oui. Pardonnez-moi, mais en général, quand il y a autant de candidats, on n'a pas besoin d'une agence immobilière pour trouver des candidats pour un logement social. C'est une façon de travailler, une autre voie. Madame Lucet, je m'en vais, excusez-moi. Merci beaucoup. Merci, Madame Marquis. Merci beaucoup. C'est plutôt étonnant. Dans le logement HLM, il n'y a pas que les loyers qui peuvent être chers. Les charges payées par les locataires sont parfois lourdes, très lourdes, au point de provoquer la fronde des résidents. Pour la suite de l'enquête, il faut changer de décor. On dirait le sud, non? Eh ben oui, c'est Marseille. Et son vieux port. En cette journée printanière, on commence par de bonnes nouvelles.
nous avons rencontré des gens heureux. Des Marseillais qui respirent le bonheur. Pas de problème. Ils ont obtenu un joli chèque de leur organisme HLM. J'ai obtenu 7 892 €. J'ai obtenu 4 000 €. J'ai obtenu 7 200 €. 8 000 €. 3 904 €. J'ai obtenu 5 124 €. Au total, 750 locataires ont perçu 3,5 millions d'euros. Quelle chance d'avoir un bailleur si généreux. Ce bailleur, c'est la Sogima. Et la Sogima, ça a l'air sympa. La Sogima est une société d'économie mixte, une SEM, créée à Marseille en 1932. Elle justifie sa bonne réputation auprès des locataires qui apprécient son esprit de service pour lequel chacun a sa place dans une équipe motivée. Avec son équipe motivée, au service des 6 000 locataires, la Sogima est l'un des bailleurs sociaux privés les plus importants de la cité phocéenne. Elle fait la fierté de Monsieur le maire. Tiens, voilà du Gaudin. Généralement, l'expression « j'habite à la Sogima » est entrée dans l'histoire de notre ville. Ah ouais, quand même. Un bailleur sympa, des locataires heureux. Là, vous vous dites, ils sont devenus complètement fada chez Cash? Ben non. Si on est là, c'est bien qu'il y a un hic. En réalité, l'argent touché par les locataires, ce n'est pas un cadeau. C'est un remboursement de leurs charges. Car pendant des années, la Sogima en a prélevé trop, beaucoup trop. Visiblement, dans les organismes HLM, c'est monnaie courante. Les contrôleurs du logement social ont épinglé un bailleur sur 5 dans leur rapport de 2017. Charges très élevées. Manque de rigueur. Ou encore gestion défaillante. Quant à la Sogima, elle a été pointée du doigt pour sa gestion des charges déficiente. À Marseille, la Sogima a remboursé certains résidents, mais pas tous. Sur les 6 000 locataires, 9 sur 10 n'ont jamais reçu de chèque. Quelques-uns tentent désespérément de récupérer ce qu'ils estiment avoir trop payé. Je suis toujours en négociation avec mon bailleur pour le remboursement de nos charges. A priori, cette locataire a tout pour être heureuse. Shadia Tachwaft habite tout près de la mer, dans la résidence Sacoman, où vivent 47 locataires. Cette mère de 2 enfants y loue un 3 pièces, 523 € par mois. Le problème, c'est que depuis des années, ses charges explosent. Plus 38% d'augmentation en 15 ans. C'est 55, et puis après, c'est passé à 59 €. Comment vous expliquez que ça puisse augmenter comme ça, notamment par exemple les prestations communes, qui finalement passent de 30,25 € à on est à 59 €? Pourquoi? Pourquoi? Posez la question à la Sogima. Parce que moi, j'ai pas eu de réponse. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui va pas là? Ah, mais c'est dès le départ. Moi, dès le départ, depuis que je suis rentrée en 2003, j'ai dit que ce qu'on payait en prestations communes ne correspondait pas aux dépenses de la résidence. Et voilà. Ce qui l'étonne, par exemple, c'est le coût d'entretien du jardin. Shadia a obtenu un relevé d'heures mensuel effectué par l'équipe de jardiniers de la Sogima. Et selon elle, ça ne colle pas. Donc, nous, on a 3 jardiniers. 27 heures en mars, 17 heures, 10 heures, 8 heures, 7 heures en novembre, encore en décembre. 234 heures. Eh oui. Ils viennent 234 heures par an. Ah non, ça, c'est leur tableau. Ils viennent pas 234 heures? Non, 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 non. S'ils viennent 4 fois dans l'année, c'est le bout du monde. Et ça coûte cher? 13 000 et quelques euros. Pour le peu de verture qu'on a, ça nous coûte très, très cher.
Des espaces verts facturés jusqu'à 13 000 € par an, soit en moyenne 276 € par locataire. Après, on a aussi le gros poste où c'est pas cohérent du tout, c'est le salaire de la gardienne. Que j'essaie de comprendre. Là, c'est 19 759 € a priori. On paye trop, c'est pas si Vous ça en se êtes trouve. convaincu? C'est sûr et certain. Oui. Alors, Shadia, elle exagère ou pas? Sa résidence paye-t-elle vraiment trop de charges à la Sojima? Chez Cash, on a décidé de relooker l'émission et la journaliste. Bienvenue dans Charge Investigation. Scrutons les dépenses de la résidence. C'est parti pour une enquête en salopette. Commençons par la gardienne. La Sojima facture 19 759 € au locataire, soit 75% de son salaire, car le bailleur estime qu'elle fait à la fois le ménage et sort les poubelles. Or, les conteneurs sont à l'extérieur de la résidence. Durant toute la durée de notre tournage, la gardienne ne les a jamais rentrés. Et ce serait comme ça toute l'année, de jour comme de nuit. Photo à l'appui. Apparemment, la gardienne ne s'occuperait donc pas des poubelles. Si c'est bien le cas, la loi est claire, la Sojima ne peut facturer au locataire que 40% du salaire brut, soit 10 539 €. Pour les locataires de la résidence, la note devrait donc baisser de moitié. Quant aux espaces verts, facturés jusqu'à 13 000 € par an, Shadia et ses voisins payent-ils trop cher? Autant vous le dire, nous, on n'a pas vraiment la main verte. Du coup, on a fait appel à un pro. Bonjour. Bonjour madame. Enchanté. Enchanté. Sophie Roland. Enchanté, Nicolas Roubaud. Eh ben super. Eh ben écoutez, merci. Voici le bien nommé Nicolas le jardinier. Alors voilà. Depuis 10 ans, il embellit des dizaines de résidences. Des arbres sympathiques. Quand il parle plantes, c'est pas vraiment comme vous et moi. Alors, vous avez des petites haies de Cotonéaster lacteus. D'accord. Des Washingtonia robusta. C'est des palmiers? Oui, voilà, des palmiers, on va dire ça. C'est plus simple. Voilà. Comme leur entretien, d'ailleurs. Un palmier comme ça, on va lui faire une couronne pour qu'il soit un peu joli. Ouais. Et ceux-là, quand ils sont un peu plus grands, il y a un peu plus de travail, mais c'est rien. Hein. Ça prend 5 minutes par palmier. Hein. Et combien de fois par an? On va dire 2 fois par an, ça suffit largement. C'est tout? D'après Nicolas, c'est le cas pour toutes les plantes de la résidence. Les Cotonéaster, ça se fait avec un taille-haie très vite. Combien de fois par mois? Ah non, 2 fois par an. Faut couper ce type de laurier-là souvent? Alors, 1 fois par an, même le laurier, ça suffit largement. Hein. Ça, c'est un teucrium. Si on veut le maintenir bien en boule, il faut le tailler 2-3 fois dans l'année. Là, il n'y a rien à faire. À part du désherbage, on nettoie le sol. Et c'est tout. C'est Là, tout. rien à faire. Selon lui, quand les jardiniers de la Sojima viennent, c'est plutôt du vite fait. Ouais, tout a été fait à la tronçonneuse très rapidement. Ça n'a pas été fait dans une perspective de paysage. C'est vraiment je coupe. C'est moche, mais c'est propre. Alors par là, à votre avis, ça n'a pas été taillé depuis quand? C'est difficile à dire, mais... Plusieurs semaines, plusieurs mois? Ah oui, bien sûr. Vous voyez, vous avez encore les feuilles de l'automne dernier. Cette zone n'a pas été traitée depuis 4, 5, 6 mois, facile. Il est temps de faire un bilan. Faut-il vraiment 234 heures et payer jusqu'à 13 000 € par an pour entretenir ce jardin? Les chiffres de la Sojima, Nicolas le jardinier ne les connaît pas. Nous le laissons faire ses propres calculs. 189 heures de travail annuel. Voilà, ça suffit largement. Voilà, ça fait 6 804 € annuel TTC. Alors eux, on leur facture 13 000 €. Waouh! Ah oui. Ah ouais, là, c'est 13 000 € pour les 234 heures? C'est cher, quoi. Oui, c'est cher.
Vous pouvez le voir, hein. 13 000 € par an pour avoir une copropriété comme ça, merci, quoi. Shadia a fait ses comptes. Entre le jardin, la gardienne, les paraboles, mais aussi l'eau, l'ascenseur ou l'électricité, les 47 locataires de la résidence paieraient en moyenne 30 000 € de charges en trop par an. Sur 5 années, ça ferait 150 000 €. Pour obtenir un remboursement de ces charges, Bonjour. Shadia a fait appel à l'homme qui a fait plier la Sojima. Ça va, beau gosse? Oui, pour toi, tiens. Pascal Caserta est à la tête d'une association de locataires. En 2012, ce Marseillais pur jus a décidé de s'attaquer à son bailleur. Après des années de combat, il a obtenu 3,5 millions d'euros de remboursement de charges pour 750 locataires. Aujourd'hui, c'est quand même les locataires qui font mûr les bailleurs. Hein. C'est pas l'inverse. Hein. Comment on nous appelle des clients? Les clients, ils veulent des comptes. Il n'y avait pas de transparence. Aujourd'hui, on facturait aux locataires des choses dont même la Sojima n'était pas au courant ou elle avait du mal à justifier. Trop facile à un moment donné. On marque certaines choses, il faut justifier. Ah, je peux pas. Comment vous pouvez pas? Les gens, il y en a qui croyaient, il y en a qui croyaient pas, parce qu'il faut savoir que je me suis pris plein la gueule en disant « Ah, c'est le pot de fer contre le pot de terre hein. ». Il y en a d'autres qui disent « Le Caserta, c'est un babao ». Ça, c'est bien marseillais, hein, pour les Parisiens, c'est bien marseillais. Babao, aujourd'hui, les résultats, ils sont là. Pour obtenir ces résultats, Pascal Caserta et son association ont poursuivi le bailleur en justice. Grâce à leur avocat, Pascal Consolin, ils vont obliger la Sojima à justifier toutes ses dépenses. Et ce sont des experts judiciaires qui vont les examiner à la loupe. On a d'abord reçu au cabinet des cartons qui montaient, sans exagérer, jusqu'à mi-hauteur des murs, là, ici. Puis par la suite, dans une deuxième phase, nous allons avoir des CD pour finalement réussir à obtenir des clés USB. Et au final, ils ont travaillé pendant combien de temps, ces experts? Alors au final, ils ont travaillé pendant quasiment 4 années. 4 années? 4 années pour examiner tous ces documents. 4 années pour éplucher les factures, les dépenses de personnel de la Sojima et vérifier si les charges payées par les locataires étaient bien justifiées. Car voici ce que dit la loi. Lorsqu'un bailleur engage des frais pour ses immeubles, il peut s'en faire payer une partie par les locataires. C'est ce qu'on appelle des charges récupérables. Cette liste des charges récupérables est définie par un décret de 1987 qui est très précis. Par exemple, le bailleur récupère les heures de tonte ou d'arrosage des plantes, mais pas les frais d'élagage des arbres. Pour l'ascenseur, le bailleur récupère les dépenses d'entretien, mais pas les frais de remplacement des portes. Les experts judiciaires vont découvrir qu'à la Sojima, on ne fait pas dans le détail. C'est assez volumineux, mais c'est parlant. Hein. Voilà les rapports d'expertise. C'est un groupe. D'accord ? Un immeuble. Un immeuble. Un groupe d'immeubles. Vous avez par exemple des charges d'ascenseur. Là, on ne s'embête pas. Hein. On fait tout récupérer. Par le locataire? Tout par le locataire, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce dossier? Vous avez des groupes à qui on a facturé de l'espace vert qui ne disposaient d'aucun espace vert. Enfin, c'est hallucinant. J'ai jamais vu ça. Jamais. Donc, allez expliquer à vos locataires que vous leur facturez des notes d'eau, par exemple, ou de l'entretien d'espace vert, alors que quand ils ouvrent leurs fenêtres et qu'ils se mettent sur le balcon, ils cherchent l'espace vert. Ils n'en ont pas. C'est extraordinaire. On s'aperçoit que, parlons clairement, que le bailleur se remplit les poches sur le dos de ses pauvres locataires. Dans leurs conclusions, les experts sont unanimes. La Sojima ne respecte pas les décrets. Elle accepte alors de rembourser plusieurs années de charges. En contrepartie, les locataires renoncent à toute action judiciaire contre leur bailleur. Donc la Sojima a préféré sortir le chéquier. Mais parce que justement, s'il y avait eu procès, la Sojima risquait vraiment gros? S'il y avait eu procès, la Sojima risquait gros, oui, parce qu'elle aurait pu être condamnée au-delà du remboursement des charges indûment perçues. Elle aurait peut-être pu être condamnée à des paiements de dommages et intérêts au profit des locataires. À ce stade, on se demande pourquoi la Sojima a prélevé trop de charges à ses locataires pendant des années.
S'agit-il d'une mauvaise gestion ou d'une stratégie délibérée? Nous rencontrons un homme qui va nous aider à comprendre ce système de l'intérieur. Il a travaillé à la Sojima pendant 20 ans. Il a vu de très près les méthodes du bailleur marseillais. Pour protéger son anonymat, nous avons reconstitué son interview mot pour mot. La particularité de cet organisme, par rapport à d'autres, c'est qu'il y a une culture de résultat financier. Le locataire, il était perçu, vous savez, il y a cette notion comme un client, évidemment, mais en même temps comme un centre de profit. Donc il fallait bien évidemment obtenir le plus de loyers et de récupération de charges possible. Et alors ça, c'était vraiment des consignes de l'intérieur? Oui, c'était une culture, c'était une véritable culture. On expliquait aux gens que la performance, le résultat financier qui s'améliore permettra d'obtenir une augmentation de salaire, une participation d'intéressement plus importante, etc., etc. Donc c'est une pression psychologique, mais bien réelle. Et cette pression, vous la sentez tout le temps? Ben oui, c'était une pression qui était constante, régulière, avec des indicateurs uniquement sur les loyers et sur les charges, qui sont les principales ressources de la Sojima. Et comment ça se manifestait, ces consignes? C'était oral, écrit? La pratique de l'oral est très utilisée, bien sûr, mais l'écrit était rare, donc on était plutôt, je dirais, dans la coutume. Pourtant, un écrit, nous en avons retrouvé un courriel interne de 2009. Dans ce document, le directeur financier de l'époque convoque une réunion sur ce qu'il appelle des salaires récupérables. Il reconnaît que la Sojima récupère depuis toujours sur les locataires au titre du décret 45% du salaire du directeur technique et 45% du salaire de 3 assistantes. Ces salaires récupérables ne figurent pas dans le décret. Alors je vais vous soumettre un mail qu'on m'a remis qui concerne les charges et comment imputer les charges sur les locataires. Non, oui, bon, si c'était pas aussi dramatique, on pourrait en sourire, puisque là, clairement, on démontre bien, effectivement, qu'on va au-delà donc des charges du personnel qui sont gardiens, employés d'immeubles, puisque là, on voit des personnes du siège, je vois des noms apparaître, je vois le nom du directeur technique, le nom d'assistante du directeur technique, en fait, 2 assistantes. C'est des charges qui doivent absolument pas être récupérées. Pour vous, ce mail est révélateur des pratiques qu'il y avait à l'intérieur de la Sojima? Oui, oui, il est même caricatural. Et on ne dit pas charge récupérable, vous voyez, on parle de salaire récupérable. Vous savez, l'ampleur quand même de la démarche, et franchement, ce document, il est vraiment caricatural, vraiment. C'est illégal? Bien entendu, c'est illégal. La Sojima aurait récupéré dans les charges des locataires une partie des salaires de son personnel, alors qu'ils sont déjà payés avec l'argent des loyers. Nous soumettons le courriel à l'avocat des locataires. Vous avez traité, je crois. Et je voulais avoir votre avis sur ce mail. Lorsqu'on lit le mail en filigrane, la question qui se pose et qui revient de manière récurrente, c'est de quelle manière peut-on tondre le locataire? Il n'y a pas d'autre mot. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est scandaleux. C'est illégal et c'est même susceptible de poursuite, non pas devant une juridiction civile, mais peut-être devant une juridiction pénale. Mais quelques semaines après ce tournage, heureuse coïncidence. Shadia et les 46 autres locataires de la résidence Sacomand ont reçu une proposition de la Sojima, 54 000 €. Mais pour elle, le compte n'y est pas. C'est 3 fois moins que ce qu'elle a chiffré. Aujourd'hui, elle a rendez-vous au siège du bailleur. Elle a accepté que nous l'équipions d'une caméra cachée. Bonjour. 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 Étonnamment, après des années à faire la sourde oreille, la Sojima semble prête à lâcher l'oseille. J'enlève toutes les charges d'origine. D'accord. Que ce soit les jardiniers ou que ce soit chez vous, comme il n'y a pas de chauffagistes, c'est pas des chauffagistes, mais ça peut être des électriciens ou ça peut être des plombiers. Vous aviez le cas des employés d'immeubles ou des gardiens d'immeubles. Moi, je n'ai même pas cherché à comprendre, j'ai viré. J'ai mis 0. Mais ce n'était pas une obligation, puisque l'intérêt, c'est qu'on trouve un terrain d'entente. L'entente, oui. Voilà, ça fait 88 au lieu de 54. Ça fait 33 000 € d'écart. 88 000 € une fois, 88 000 € 2 fois. Adjugé, Shadia? Ah non. Vous êtes en train de me dire que vous faites des efforts. Si pour vous, vous pensez que c'est des efforts, je vous dis que pour nous, en tant que locataires,
Pour nous, c'est pas... Nous, ça a été de l'argent qui a été indûment pris. Vous faites un effort, il n'y a pas de problème, mais pour moi, il n'est pas conséquent. Après, si vous voulez qu'on reparte dans des débats, dans des procédures, il n'y a pas de problème. Ok, calmons-nous, on va reprendre la calculette. Hein. Voilà. On était sur 54 000 euros, 56 000. Ça fait 145 600. À mon avis, ça va faire des bons là-bas. Bon. 145 600 € adjugés. C'est la somme que la Sojima accepte de rembourser aux locataires, mais à une condition. Et je précise bien que c'est the last, les derniers. Hein. D'accord. Bon, merci pour tout, bon courage. Au revoir. Shadia a obtenu gain de cause. En échange, selon nos informations, l'association des locataires a pris un engagement. Elle renonce à soutenir les autres locataires qui auraient pu être lésés. Au final, la Sojima n'a remboursé que 10% de ses résidents. Après avoir dit oui, puis non, finalement la Sojima accepte de répondre à nos questions. Pour rencontrer le bailleur marseillais, nous ne sommes pas allés bien loin. Nous avons simplement rendez-vous dans l'hôtel, situé juste en face de la gare. Dommage, nous n'aurons pas la chance de visiter les bureaux de la Sojima. On devra se contenter d'une salle de réunion. Bonjour Monsieur Berger. C'est bonjour. Vous allez bien ? Pierre-Édouard Berger est le président du directoire de la Sojima depuis 2016. Ça fait 4 mois qu'on lui cavale après pour cette interview. Installez-vous, je vous en prie, on va vous maquiller. C'était prévu au mois de juin, notre interview. Vous savez, les agendas sont compliqués. Oh, à ce point-là ? Vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez pas un agenda chargé, Madame Séjour. Ah non, aujourd'hui, il vous est dévolu, mon agenda. Non, rien que pour vous, rien que pour la très Sojima. sensible. Moi, c'est Madame Lucet. Bon, voilà pour les échanges d'amabilité. Place aux questions qui fâchent. Ok. On peut dire que vous êtes un acteur historique du logement social ici à Marseille. Vous avez 6 000 locataires qui vous paient un loyer et des charges. Les charges pour vous, pour la Sojima, ça représente combien par an ? C'est un enjeu important, effectivement, ces charges. Et effectivement, c'est un enjeu parce qu'effectivement, il faut qu'elles soient le moins importantes possible pour nos locataires, mais en même temps, ils sont en droit d'attendre un service. Et un service, ça nécessite un certain nombre de moyens et de mise en œuvre. Aujourd'hui, le montant total des charges de la Sojima, je ne le connais pas, je ne l'ai pas en tête. Vous ne l'avez pas en tête ? Non, je l'ai pas en tête. Parce que nous, on a un chiffre, c'est 9,5 millions d'euros par an. Alors, c'est effectivement de l'ordre de 9 ou 10 millions par an sur un chiffre d'affaires de 60 millions. Alors, vous le savez certainement, 750 locataires ont contesté leurs charges, qu'ils estimaient tout simplement injustifiées, trop élevées. Et après plusieurs années de procédures judiciaires, ils ont été remboursés par la Sojima. Combien leur avez-vous versé ? Alors, tout d'abord, ce n'est pas 750 locataires, puisqu'il y a un peu moins de 620 locataires qui ont été remboursés, indemnisés. C'est pas nos chiffres, hein, les chiffres, ils viennent de... Je connais mes chiffres, madame. je connais mes chiffres, madame. Donc, sources. je vous donne les miens. Il n'y a pas de souci, mais moi, je vous donne nos sources. C'est 619 exactement locataires. l'avocat qui représente ces personnes nous a dit qu'ils étaient 750. Non, c'est 620 locataires ou 619 locataires. Et le montant global de cette indemnisation représente environ 3,7 millions. 3,7 millions. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, la récupération des charges, c'est quelque chose de complexe et de compliqué. Très clairement, au sein de la Sojima, et nous le reconnaissons, il y a eu des difficultés d'interprétation des décrets. Des difficultés d'interprétation des décrets. Et il y a eu un manque d'outils de gestion précis pour la récupération des charges. Ça veut dire quoi, un manque d'outils de gestion précis ? Clairement, ça veut dire que vous avez un volume de charges et qu'il est prévu dans les décrets, qu'il y a un certain nombre de charges qui sont récupérables auprès des locataires et un certain nombre de charges qui doivent être restées à la charge du propriétaire. Ouais. Voilà. Et c'est dans cette répartition, dans ce fléchage qu'il y a eu un problème. D'accord. Vous voulez dire qu'en gros, on a récupéré trop de charges auprès des locataires qui auraient dû être payées par le propriétaire, en l'occurrence vous. Il y a eu un problème de répartition de charges entre le propriétaire et les locataires, ça c'est un fait. À la Sojima, on a découvert lors de notre enquête ces derniers mois des pratiques assez troublantes. On va prendre un exemple. En général, dans un immeuble, il y a une gardienne, on sait que c'est un poste très important, qui prend en charge son salaire. Est-ce que c'est le bailleur ou est-ce que c'est le locataire ? Alors, là, il y a plusieurs... c'est là où les décrets sont compliqués à appliquer. Ce qu'on appelle le personnel de proximité, qu'il soit gardien ou employé d'immeuble, font 2 tâches. La tâche du nettoyage des parties communes
et la tâche de la manutention des ordures ménagères. D'accord. Ça veut dire sortir les poubelles. Voilà. Si ces deux tâches sont effectuées, on récupère le salaire de ce personnel à 75%. S'ils ne font qu'une des deux tâches, on les récupère à 40%. Ça, c'est le décret et la loi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, dans certains immeubles de la Sogima, les locataires payent 75% du salaire de la gardienne, alors qu'elle ne fait que le ménage, elle ne sort jamais les poubelles? Parce que les poubelles, vous allez le voir, regardez, elles sont dans la rue, jour et nuit. On voit très très bien les poubelles de jour, de nuit, elles sont dehors, en dehors de l'immeuble. Et pourtant, les locataires paient 75% du salaire de la gardienne. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que ces containers et cet espace est nettoyé par la gardienne. C'était l'objet d'une discussion, ça a été l'objet d'une Nettoyé par la gardienne? Absolument. Parce que regardez l'état, là. Régulièrement. Ça a été l'objet d'une discussion. Elle était jusqu'à maintenant récupérée à 75% et elle sera, sur l'année 2017, récupérée à 40%. Ah, vous avez changé? Oui, mais madame, vous savez, aujourd'hui, et c'est peut-être ça aussi dont il faut parler... Si vous passez à 40%, c'est donc que c'est pas nettoyé, alors? Non, ce que je là, veux vous dire, c'est que... contredisez Pas du tout. Parce que vous me dites, c'était à 75% parce que c'était nettoyé, et si on parlait un peu de l'avenir, ça serait aussi bien. Permettez-moi de vous expliquer... On peut parler du passé aussi. Oui, mais permettez-moi de vous expliquer pourquoi la logique de ça. C'est que nous avons maintenant mis en place un certain nombre de procédures à la Sogima pour qu'effectivement ce qui s'est passé par le passé pour ces 620 locataires ne puisse pas se reproduire. Et on a notamment créé un observatoire des charges. Et cette année, il a été convenu que effectivement, sur sa commande, la gardienne sera récupérée à 40%. Vous savez, madame Lucet, c'est très compliqué. Et on n'est pas tant que ça, non, on comprend. Si, c'est compliqué, parce qu'il y a... Si, c'est compliqué. Ce qui nous semble un peu bizarre, c'est que ça faisait 13 ans que ça durait, 13 ans c'est long, et que bizarrement, ça s'est réglé juste après qu'on soit passé. Pas du tout, madame. Dans cet immeuble. Mais madame Lucet, mais pas du tout. Non, c'est ce qui s'est passé. 13 ans, vous ne pouvez pas le contester. Ce qui s'est passé pour Sacomman, c'est très simple. Sacomman fait partie de la seule résidence qui, à une époque, a voulu faire une assignation en dehors de l'association des locataires. Et après, ils s'y sont joints, c'est tout. On va globaliser, si vous voulez bien. Là, on parle d'un seul immeuble. Mais combien il y en a encore comme ça, où effectivement, le salaire de la gardienne a été trop fortement imputé aux locataires? J'imagine que vous avez vérifié immeuble par immeuble. Aujourd'hui, il n'y en a plus et il y a un accord parfait et une transparence parfaite. Vous avez vérifié immeuble par immeuble? C'est en cours. Pour l'année 2007, c'est en cours puisqu'ils sont... Ça n'a pas été fait. Moi, je vous dis que c'est en cours, que ça a été fait, que c'est en cours encore d'être fait, puisqu'aujourd'hui, la régule des charges n'est pas arrêtée, parce qu'effectivement, on met ces nouvelles procédures en place, donc ça prend du temps. Vous avez dit que c'était en cours, donc c'est pas terminé. Parce que je vous dis que l'Observatoire des charges se réunit régulièrement, c'est extrêmement fastidieux, c'est extrêmement complexe. Alors, est-ce que vous connaissez ce document? C'est un mail interne de la Sogima qui date de 2009. Il est signé du directeur financier. On s'est rendu compte que près de la moitié du salaire du directeur technique et près de la moitié du salaire des assistantes étaient imputés aux locataires. Normalement, on n'a pas à imputer les salaires du siège aux locataires. Madame Lucet, je vous ai expliqué, c'est l'objet de notre rencontre, qu'effectivement, nous avions eu un problème dans l'interprétation des décrets et dans la manière de répartir les charges par rapport à des outils de gestion défaillants. Pardonnez-moi, vous me parlez de difficultés d'interprétation. Là, c'est pas le cas. Vous étiez dans l'illégalité. Ça s'appelle de l'illégalité. Les décrets sont interprétables. Il y a eu des difficultés d'interprétation. Ah là, c'était pas interprétable. Non, il y a des difficultés d'interprétation, je les reconnais. Et il y avait des difficultés sur les outils de gestion internes à la Sogima. C'était illégal. C'est assez simple. Ça n'a été pas fait de manière intentionnelle. La question importante, c'est pourquoi vous n'avez pas remboursé la totalité de vos locataires, soit environ 6 000 foyers. Parce que là, on se dit qu'il y a 5 250 foyers qui n'ont pas été remboursés de trop perçus de charges. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est mis d'accord avec l'association des locataires sur une méthode et un mode opératoire. Oui. Pendant de nombreux mois, même plus quelques années, l'association des locataires a mené la communication auprès de l'ensemble des locataires. À partir de là, il y a un certain nombre de locataires, 620, qui ont voulu se joindre à cette action, qui nous ont assigné. Nous avons signé ces protocoles et nous avons payé ce que nous devions payer. Le litige est clos aujourd'hui. Pardonnez-moi, mais vous savez très très bien qu'il y a des locataires qui étaient tout à fait concernés par ces histoires de charges trop perçues et qui ne sont pas rentrés dans la procédure. Les autres locataires ont considéré que ce n'était pas nécessaire de faire une action. D'accord, mais beaucoup plus d'immeubles sont concernés. Peut-être, mais en tout cas, les locataires de ces immeubles, certains n'ont pas considéré que c'était nécessaire de faire cette action. D'accord. Donc si je comprends bien, si on ne vous attaque pas en justice, vous ne remboursez pas. C'est la loi du plus fort. Pas du tout. En ce sens, il n'y a pas eu de... Alors, il y a eu des assignations, mais il n'y a pas eu de procès. Donc, on a décidé de négocier tout de suite quand les premières assignations sont arrivées. Enfin, ça concernait que 14 immeubles sur 80 que vous avez. L'ensemble des locataires a eu une communication faite par l'association des locataires. Et à partir de là, 620 locataires ont décidé de nous assigner.
Et nous avons, encore une fois, remboursé et indemnisé ces 620 locataires. Et vous ne souhaitez pas aller plus loin, ça je pense qu'on l'a compris. On a fait un calcul. Si jamais les 5250 locataires qui n'ont pas été indemnisés, qui sont concernés par ce trop perçu de charges, demanderaient à être remboursés, pour vous ce serait un remboursement de 24 millions d'euros. J'imagine que ce n'est pas envisageable pour Il n'y a absolument pas, encore une fois, 5200 locataires. Donc encore une fois, les locataires qui ont décidé de ne pas vous assigner, c'est qu'ils ont jugé utile qu'il ne fallait pas le faire ou ça ne nécessitait pas de le faire. Juste une question. À la fin des indemnisations, remboursements de trop perçus de charges, vous avez, entre guillemets, scellé un protocole avec l'association des locataires pour que ça s'arrête ? Il y a eu un protocole qui a été signé pour figer la méthode. Voilà, figer la méthode et pour pouvoir passer à l'acte d'indemnisation, de signature de protocole et d'indemnisation et de remboursement. Vous n'avez pas répondu à ma question. Si, je vous dis qu'un protocole avait été signé, madame. Est-ce que vous avez dit à l'association de locataires, une fois les derniers remboursements effectués là, il y a quelques mois, que c'était terminé et que vous avez scellé un accord avec eux pour plus qu'il n'y ait de contestation? Nous avons convenu avec l'association de locataires qu'effectivement les choses étaient terminées, parce qu'aujourd'hui, l'association de locataires, de ce que je sais, considère qu'aujourd'hui le litige est terminé. Tant pis pour les autres, qui n'ont pas été remboursés. Et encore une fois, ils n'ont pas jugé utile de le faire, de se joindre à l'action. Voilà. Peut-être vont-ils changer d'avis. Madame Musset, aujourd'hui, ils n'ont pas jugé nécessaire ni utile de le faire. Hein? Merci, monsieur Berger. Je vous en prie. Merci infiniment. On l'a bien compris, la Sogima ne veut plus sortir son chéquier. Tant pis pour les locataires qui auraient payé trop de charges pendant des années. Une enquête sur les HLM, c'est quand même moins pénible au soleil. Alors, on reste dans le sud et on s'offre quelques jours à Antibes, dans un hôtel avec piscine. Nous avons quand même pris un peu de lecture avec nous. Un dossier confidentiel sur le plus gros organisme HLM du Nord. Ce bailleur social est accusé de négliger ses locataires et d'avoir dépensé son argent dans des projets où le logement social ne serait plus la priorité. D'un côté, des millions d'euros qui seraient investis à tort et à travers, dans un château avec piscine, l'ancien siège d'une multinationale, ou encore un hôtel. Et de l'autre, des locataires qui dénoncent le manque d'entretien de leur logement. Des balcons en piteux état et des appartements contaminés par le plomb. Mais quel est donc cet organisme HLM ? C'est Vilogia, le 3e bailleur social privé de France. Créé par les grands patrons du Nord, dont la famille Mullier, aujourd'hui propriétaire d'Auchan. À l'époque, le but était de loger leurs salariés. Désormais, ce bailleur est à la tête d'un énorme patrimoine de 70 000 logements. Et il ne cesse de grossir. Depuis 10 ans, le bailleur du Nord a conquis Paris, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Lyon et Marseille. Une stratégie menée tambour battant par son directeur général, Philippe Rémignon. Et attention, c'est pas des logements en Lego, c'est du solide. Dès qu'il s'agit de construire, chez Vilogia, ce ne sont pas les briques qui manquent. Notre investissement total est de plus de 370 millions d'euros tous les ans depuis 4 ans. En 2017, Vilogia a réalisé un bénéfice après impôt de 68 millions d'euros. Un pactole que le patron n'investirait plus dans le Nord, mais sur la Côte d'Azur. Allez, c'est l'heure du bailleur ch'ti au soleil. Une mini-série en 3 épisodes, qui commence dans cet hôtel à Antibes où nous sommes descendus incognito. Les petits déjeuners, c'est de quelle heure à quelle heure? De 7h30 jusqu'à 10h. Parfait. Et le restaurant est ouvert aussi ou... Non, on ne fait plus le restaurant. Ah, vous faites plus le restaurant? Ah bon, depuis quand? Il y a eu un changement de direction et la direction... Ah bon? Ici, je crois qu'il a mis... Ce salarié a l'air d'avoir des infos. Merci beaucoup.
Le but, c'est de garder l'hôtel pendant 2-3 ans et après de faire un immeuble d'habitation. C'est ce qu'ils veulent faire? Ils vont faire des logements sociaux. Ils veulent faire du logement social à terme? Moi, c'est ce que j'avais cru comprendre. Il a bien compris. D'après ce document, Vilogia a déboursé 5,7 millions d'euros pour cet hôtel. Et il compte le démolir pour construire 46 logements sociaux. En attendant, le bailleur social est devenu hôtelier. Chez Vilogia, apparemment, on se pose des questions sur la légalité de l'opération. Dans une note interne, le service juridique alerte. Confirmation a été donnée qu'il s'agissait d'une société d'exploitation hôtelière, donc non conforme à notre objet et à notre statut d'entreprise sociale de l'habitat. Vilogia est-il hors la loi? Nous posons la question à un expert. Bruno Wertenschlag est avocat dans un grand cabinet. Il défend de nombreux bailleurs sociaux. En fait, c'est un hôtel en activité, il est toujours ouvert. Et en fait, le propriétaire de cet hôtel, depuis novembre 2017, c'est un bailleur social. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour bien comprendre où on est dans un milieu ultra réglementé. Donc, vous voyez la taille du code de la construction. Ça, c'est le code, là. Ça, c'est le code. Je peux le prendre, là? Oui, c'est aussi gros que le code général des impôts. Hein, donc ça, c'est le code de construction de l'habitat qui régit tous les organismes HLM de France. Tous, les privés, les publics. Et tout ça, c'est ce qu'ont le droit de faire les bailleurs sociaux. Exactement, vous avez compris le principe. Ça doit être prévu, c'est là. Ce qu'ils peuvent faire, si par c'est exemple. pas là, ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il peut souscrire et acquérir des parts de plein de choses, des sociétés civiles immobilières. Mais est-ce qu'il peut racheter? Voilà. Ah bah non, mais c'est pas prévu. Une société qui gère un hôtel. Non, ça, il peut pas. C'est pas prévu dans le code de construction et de l'habitat. C'est pas prévu, ça c'est sûr. Donc cette opération est illégale. Ah oui, non, mais c'est sûr, le départ, le fait d'acheter les parts, c'est sûr que c'est illégal. L'opération serait illégale. Et vous n'avez pas encore tout vu. Sur la Côte d'Azur, Vilogia aurait aussi des projets plutôt curieux pour un organisme HLM. À une demi-heure d'Antibes, un étrange bâtiment en forme de X. Non, ce n'est pas la base secrète des X-Men, mais l'ancien centre de recherche du géant de l'informatique, IBM. Ainsi, dans le calme étrange des laboratoires du centre IBM de la Gaude, se prépare le temps des ordinateurs. Ces appareils annoncent l'incroyable révolution. Fini la révolution. Aujourd'hui, le site est à vendre. Vilogia s'est mise sur les rangs. Selon ce document interne de novembre 2017, Vilogia a fait une proposition d'achat à 24 millions d'euros. Le bailleur du Nord envisagerait d'y construire près de 200 logements, et pas que des HLM. La question, que vont-ils faire du bâtiment central, le X? Classé patrimoine du XXe siècle en l'état, il est interdit de transformer ses bureaux en logements. Alors Vilogia a fait plancher un cabinet d'architectes. Le résultat a de quoi faire rêver. Un hôtel de luxe avec restaurant gastronomique, une piscine, un spa et même 4 suites sur le toit, rien que ça. Chez certains cadres de Vilogia, le projet passe mal. L'un d'entre eux accepte de nous en parler à visage caché. Vous entendrez son témoignage avec une autre voix que la sienne. Comment expliquer qu'un bailleur social puisse envisager là de faire un hôtel de luxe? C'est compliqué à expliquer. On a vocation à loger des gens qui ont des revenus modestes. Se mettre à construire des hôtels avec des équipements comme un spa, une piscine, des choses comme ça, c'est un peu dérangeant pour un bailleur social. En interne, est-ce que beaucoup de gens ont vu ce projet-là? Je ne pense pas. C'est assez secret. L'étude n'a pas fait le tour de l'entreprise. Je pense qu'on a tous un avis sur ce projet, mais qu'on se garde bien d'exprimer. Le tourisme de luxe ne serait pas la seule tentation de Vilogia. L'organisme HLM semble aussi attiré par la spéculation foncière. À 10 minutes de la mer, voici l'un des plus grands domaines privés de la Côte d'Azur.
Une immense villa avec jardin et une piscine à 3 plongeoires. Selon ce document interne, le bailleur social a fait une offre à 18 millions d'euros. À ce prix-là, il n'achèterait pas seulement une propriété avec piscine, mais un immense terrain de 182 hectares. A priori, de quoi construire des dizaines de HLM. Pourtant, quand on examine leurs projets en détail, le logement social, c'est vraiment pas leur priorité. D'après leur étude interne, sur les 182 hectares, il y a une zone verte qui couvre 90% du terrain. C'est une forêt protégée, donc impossible de construire. Près de la villa, la zone, elle aussi, est protégée. Sur 182 hectares, il n'en reste que 6 constructibles, ces 3 zones en jaune. Vilogia voudrait bâtir 20 logements sociaux et revendre tout le reste du terrain à des promoteurs immobiliers. Cette spéculation foncière ne fait pas rêver le service juridique de Vilogia. Il l'écrit dans une note interne. Si économiquement l'opération est très intéressante du fait des prix de revente, juridiquement elle dérange en ce que la construction de logements sociaux est accessoire alors qu'elle devrait être le principal. Voilà un bailleur social qui a de l'argent pour s'offrir un domaine protégé, un site classé ou acheter un hôtel, mais qui en aurait beaucoup moins pour ses locataires. C'est l'autre visage de Vilogia. En Île-de-France, l'organisme HLM possède 10 000 logements sociaux, dont certains prennent l'eau. Et même un peu trop. Dans l'Essonne, à Étampes, il y a des locataires que ça énerve beaucoup. François Roger habite ici depuis 18 ans. À chaque pluie, l'eau s'infiltre partout. Selon lui, la situation s'aggrave depuis que Vilogia a racheté la résidence il y a 10 ans. En fait, au-dessus, le toit est plat. Du coup, très rapidement, l'eau déborde, ce qui cause des mousses qui restent permanentes. Du coup, les voisins qui sont là ont leur mur qui est permanence humide de l'automne à la fin du printemps. Humidité permanente à l'extérieur et plus grave, à l'intérieur de certains logements. Oui, regardez l'état du plafond. Et ça, je l'ai nettoyé il y a 2 ans. L'humidité qu'on voit sur le mur du fond et dans l'angle, c'est carrément un problème d'étanchéité. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'humidité qui traverse le matériau. Cette humidité, on la retrouve même dans la chambre des enfants. Donc ça, manifestement, les taches brunes et les taches noires, c'est des moisissures qui sont particulièrement nocives pour la santé. Donc là, manifestement, cette situation n'engendre pas un air sain pour les gens qui vivent ici, c'est clair. Allez, courage, Winnie. L'inventaire des dégâts n'est pas terminé. Ici, on voit très clairement, sur le balcon du haut, que le coin est éclaté, la ferraille est apparente. Depuis des mois, les balcons se dégradent. C'est comme ça pour les 160 appartements de la résidence, comme celui de Françoise. Bonjour madame. Bonjour madame, enchantée. Oui, moi aussi. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Dès qu'il pleut, c'est toujours pareil. L'eau ruisselle sur l'intérieur du parapet, elle stagne parce qu'il n'y a pas de pente. Résultat, tout le revêtement absorbe l'humidité, il se désagrège, et on finit par voir le fer de l'armature qui est apparent. Donc on voit que celui-là est corrodé, vous voyez, ça fait de la rouille. Donc en fait, ça tient déjà plus. C'est dangereux d'être sur ces balcons-là. C'est ça la question. On évite, excusez-moi, mais on évite d'y aller. Ah, carrément. Vous évitez d'aller sur votre balcon. J'ai peur, moi, c'est ça, là. Vous avez peur de quoi? Que ça tombe. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? C'est désastreux. Cette locataire a bien raison d'avoir peur. 1 mois après notre passage, Vilogia lui a écrit. Il apparaît que votre balcon présente des signes de fragilité. Nous vous demandons donc de ne plus y accéder pour le moment,
et d'en bloquer l'accès à tous les occupants de votre logement. Rassurant. Une équipe de Veolia a même fait quelques réparations. 3 vis en bas, 3 vis en haut. Mais oui, ça va tenir, vous inquiétez pas, c'est bon. Personnellement, je considère que c'est inacceptable qu'en 2018, il y ait encore des bailleurs sociaux qui ont pignon sur rue, parce qu'on dirait que c'est un petit bailleur social, bon, qui a 2-3 immeubles, il s'en sort pas, mais un bailleur comme Veolia, ils ont de l'argent. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un choix politique du groupe. C'est pas une problématique de moyens ou de quoi que ce soit. François Roger n'est pas le seul à penser que son bailleur néglige ses locataires pour faire des économies et investir ailleurs. C'est aussi le constat du cadre anonyme de Veolia. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'acheter du patrimoine. C'est de se développer. L'objectif, c'est pas forcément d'entretenir les logements. Donc, très concrètement, quand vous avez un immeuble que vous avez terminé de payer, comme le dirait quelqu'un en interne, c'est une machine à cash. Vous touchez les loyers tous les mois, et c'est un immeuble qui vous rapporte de l'argent. Dès que vous allez faire des travaux à l'intérieur, c'est de l'argent qui est sorti et qui ne vous rapporte rien. Le manque d'entretien de Veolia, la Cour des comptes l'a dénoncé dans ce rapport de 2017, jamais rendu public. Elle pointe des dépenses d'entretien et de maintenance inférieures au ratio de la profession. Entre 2011 et 2015, les dépenses de gros entretien ont même baissé de 49%. Voici ce que préconise la Cour des comptes. La stratégie d'entretien et de maintenance doit être renforcée afin d'améliorer la qualité du service rendu à l'ensemble des locataires de Veolia. Veolia doit donc mieux entretenir ses logements, mais aussi en rénover certains, de fond en comble. Pour ça, l'État a dû lui tordre le bras, là. Tiens, voilà. En 2017, la préfecture de Seine-Saint-Denis a négocié un protocole avec le bailleur pour réhabiliter les logements les plus dégradés. Un protocole resté jusqu'ici confidentiel. Nous avons récupéré la liste des immeubles où Veolia doit faire des travaux. Plus de 750 logements répartis dans la moitié des villes du département. Si on en arrive là, c'est parce que des inspections des services d'hygiène ont tiré la sonnette d'alarme. Exemple à Saint-Denis, dans cet immeuble. En 2016, une première inspection des services d'hygiène révèle la présence de plomb, une substance dangereuse pour la santé, dans les parties communes. En 2017, une deuxième inspection trouve du plomb dans les peintures d'un logement. Chaque fois, la préfecture donne 1 mois au bailleur pour réaliser les travaux. 6 mois après le dernier courrier, nous voulons savoir si Veolia a réglé le problème. Dans la cage d'escalier, à première vue, ils ont juste repeint les endroits où il y avait du plomb. Qu'en est-il de l'appartement ? Bonjour madame. Moi je suis journaliste et ce que j'ai appris en fait c'est que vous aviez des problèmes de plomb. Il y avait de la peinture au plomb en fait là où vous êtes. Ouais. Vous vivez à combien ici alors ? 4 enfants et des adultes. Ah, je vois un petit bonhomme là-bas. Ouais. C'est votre fils, d'accord. Un enfant vit donc dans ce 3 pièces. Donc en fait, les logements, ouais. Sa maman ne souhaite pas témoigner, mais elle nous laisse filmer son logement. Bonjour, monsieur. Diagnostic de la préfecture en main, nous faisons le tour des zones où il y a encore du plomb. Ils disent que c'est les plaintes, en fait. Les plaintes et les portes, en fait, tout ça, il y a du plomb. La peinture au plomb s'écaille, ce qui pourrait être dangereux pour le petit garçon. S'il en avale, il risque des troubles neurologiques. Visiblement, la peinture au plomb est toujours là. C'est l'appui qu'elle a, en fait. L'appui de bord de fenêtre. Donc là, il est comme ça. Donc là, c'est ce mur-là. Des parties pourtant faciles à peindre.
Votre bailleur, il n'y a jamais personne qui est venu repeindre quelque chose? Non. Non. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Bon courage. Vilogia n'a donc respecté que partiellement l'injonction de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Ça a l'air bien compliqué de prendre un pinceau chez Vilogia. Cet immeuble a d'ailleurs donné lieu à de vifs échanges par courriel entre le siège de l'organisme HLM à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord et sa direction régionale à Paris. Je vous rappelle que nous sommes blacklistés dans le 93. Nous devons être irréprochables sur tous nos dossiers. Il est impératif de prendre ce dossier au sérieux. J'ignore le coût de ces travaux, mais nous allons sans doute dépenser de l'argent inutilement. Je préconise de reloger rapidement l'ensemble de nos locataires et de murer les logements en attendant d'entreprendre la démolition. Mais ces préconisations ne seront pas suivies. Comment expliquer de telles tensions internes entre certaines personnes du siège et puis ceux qui sont chargés de s'occuper de la gestion en fait, de ces immeubles-là? Vous avez chez Vilogia un nombre assez exceptionnel de personnes en charge du développement. Des directeurs du développement, on doit en avoir 4 ou 5, tous autour du directeur général. Et les personnes en charge de la gestion immobilière, il y en a une. Donc aujourd'hui, notre stratégie, c'est le développement. Et le client, il passe après. Bien sûr, nous avons sollicité le directeur général de Vilogia, Philippe Rémignon. Mais il a refusé toutes nos demandes d'interview. Alors, direction le Nord, ou plutôt la gare du Nord, à Paris. Allez hop hop hop, on se dépêche. Le patron de Vilogia doit arriver par le prochain train. Un petit frichir. On a beau avoir l'haleine fraîche, on va avoir droit à un entretien TGV. Il est devant là? Monsieur Rémignon? Monsieur Rémignon, bonjour, c'est Élise Lucet, Cache Investigation. Je suis tellement contente de vous rencontrer que ça fait 4 mois qu'on espère avoir une interview de la part de Vilogia. On a constaté des faits graves chez vous. Je voudrais savoir par exemple pourquoi vous avez acheté un hôtel en activité parce que c'est complètement illégal pour un bailleur social. Excusez-moi, je suis pas dans les bonnes conditions pour parler avec vous. Ah mais vous pourriez être dans les bonnes conditions. Ça fait 4 mois qu'on vous propose toutes les possibilités d'interview possibles. Vous refusez tout, c'est pour ça qu'on est ici. Pourquoi vous avez le projet d'acheter 18 millions d'euros? Je suis prêt, je vous assure. Une propriété avec une forêt pour construire seulement 20 logements sociaux. Est systématiquement sous le contrôle d'un certain nombre d'organisations étatiques. Selon notre enquête, vos choix d'investissement qui sont très importants se font au détriment de l'entretien des logements de vos 70 000 locataires. Vous avez rencontré nos locataires sans nous en parler. Je ne trouve pas que ce soit honnête. Ils ne peuvent plus sortir sur leur balcon. Le jour où leur balcon risque de s'effondrer, croyez-moi que ça fera longtemps qu'on s'en sera occupé. Ah ben non, parce que vous êtes intervenu, mais justement après notre enquête. Ça faisait des mois qu'ils se plaignaient en disant « Oh, mon balcon risque de s'effondrer, j'ose plus sortir dehors ». Excusez-moi. Et par hasard, vous êtes intervenu quand on a juste 70 000 après notre logements, enquête. ça fait bien longtemps qu'on connaît la problématique. Non, c'est la réalité. La Cour des comptes, c'est sérieux la Cour des comptes. Ça, c'est le moins compliqué. Ah ben ça, voilà, sérieux. alors elle dit que vous mettez pas assez d'argent dans l'entretien de écoutez, vos logements. vous ne sortez qu'un petit extrait. La Cour des comptes dit bien autre chose sur Vilogia. Vous verrez que le niveau d'entretien du patrimoine de Vilogia est nettement supérieur à celui de la moyenne du monde HLM. On voit bien que vous ne connaissez pas du tout ce métier, madame. La Cour des comptes, quand elle dit que vous faites une réduction de gros entretiens de 49% et qu'en même temps vous faites 68 millions de bénéfices nets en 2017. Non, c'est des chiffres, monsieur Rémignon. Désolé, monsieur Rémignon. Mais la Cour des comptes, elle dit bien que les dépenses de gros entretiens ont baissé de 49%. Elle dit aussi que les dépenses d'entretien et de maintenance sont inférieures au ratio de la profession. Donc vous ne nous accorderez pas d'interview? Non, madame. Non? Non, madame, je ne travaille pas avec Donc des vous gens n'accorderez pas d'interview pour répondre à vos 70 000 locataires? Quelques jours après notre rencontre express avec monsieur Rémignon, nous avons reçu l'enregistrement d'une réunion de crise. La direction de Vilogia se prépare à la diffusion de notre enquête. Tendez l'oreille, on parle d'Étampes et de ses balcons. On va rassembler tous les éléments de réponse sur Étampes pour le lendemain de la décision, être en mesure de délivrer un communiqué de presse
Vraiment blindé d'étouffants. Chers téléspectateurs, vous voilà donc prévenus. Quant aux locataires d'Étampes, bonne nouvelle, Vilogia va réparer la toiture et les balcons, tout ça sans augmentation de loyer. Enfin, pas pour tout le monde. On a renoncé à le faire pour tenir compte du préjudice qu'ont subi les locataires en place à cause du manque d'entretien depuis 10 ans. Mais on ne le met pas au compte rendu, c'est sans augmentation de loyer pour les locataires en place. Mais les nouveaux locataires entrants, on les met au plafond. Vilogia reconnaît donc son manque d'entretien depuis 10 ans, mais augmentera les loyers pour les nouveaux locataires. Au terme de cette enquête, chez les bailleurs sociaux privés, de Paris, du Nord ou du Sud de la France, on se dit que parfois notre HLM, putain, ce qu'il est blême.